Le Togo a récemment été honoré par la visite de Madame Kambasso, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, coordinatrice résidente et humanitaire au Togo. Cette visite a été l'occasion pour elle de saluer les efforts remarquables du Togo en matière de communication et de souligner l'impact positif des politiques publiques sur la population togolaise. En effet, le gouvernement togolais a mis en place plusieurs politiques publiques qui ont un impact direct et positif sur la vie des citoyens. Il s'agit de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, à savoir l'accès à l'éducation, à la santé et à l'eau potable. Pour exemple, le programme de cantine scolaire a permis d'améliorer la fréquentation scolaire et la nutrition des enfants. Également, le renforcement de l'agriculture et de la sécurité alimentaire est à noter grâce à l'investissement du Togo dans l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire et améliorer les revenus des agriculteurs. Entre autres, la promotion de la croissance économique inclusive visant à encourager l'entrepreneuriat et à soutenir les petites et moyennes entreprises PME pour créer des emplois et stimuler la croissance économique. Aussi, l'amélioration de la gouvernance qui permet d'entreprendre des réformes pour renforcer la transparence, la responsabilité et l'efficacité de la gouvernance. La digitalisation des services publics et la lutte contre la corruption sont des exemples de ces efforts. Ce qui a valu une reconnaissance internationale des progrès du Togo grâce à l'amélioration de son score dans l'indice de performance des politiques et institutions en Afrique CPIA de la Banque mondiale, ce qui témoigne de l'efficacité de ces politiques publiques. Notons que le Togo continue de travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies et d'autres partenaires pour accélérer la mise en œuvre des ODD. L'objectif est de construire un avenir durable et inclusif pour tous les Togolais. Le ministère du Commerce, avec son service de métrologie et l'Association togolaise des consommateurs, ont finalement confirmé les opérations de fraude à la pompe dans certaines stations-service. Suite aux plaintes, certaines avec des enregistrements à l'appui, l'Association togolaise des consommateurs ATC, en collaboration avec le service de la métrologie du ministère du Commerce, a effectué une descente sur le terrain afin de vérifier les allégations faisant état de fraude à la pompe dans le service des produits pétroliers. Une descente qui a eu lieu le 11 mars, dans un premier temps, dans le Grand Lomé, a permis de découvrir que les stations-service de distribution de carburant emploient des moyens détournés pour escroquer les citoyens. Les inspections ont permis de relever des manquements graves. Il s'agit notamment de l'écart entre la quantité de carburant affichée et celle réellement servie aux consommateurs. Ces inspections ont aussi permis de découvrir d'autres anomalies qui remettent en cause la transparence des opérations. Les stations-service incriminées sont immédiatement mises sous scellé par le service de la métrologie pour donner force à la loi. Selon la loi en vigueur au Togo, les stations-service coupables de fraude à la pompe encourent jusqu'à 10 millions de francs CFA comme amende. Elles seront d'abord convoquées pour explication au ministère du Commerce, après quoi les sanctions. Par ailleurs, le service de métrologie intervient dans le contrôle de tous les instruments de mesure en cours au Togo. Il est capable d'appliquer des sanctions en cas de fraude. L'opération de contrôle s'étendra sur tout le territoire national. En février 2025, l'indice harmonisé des prix à la consommation, IHPC du Togo, a enregistré une légère hausse, reflétant des variations modérées des prix à la consommation. Cette progression est principalement attribuée à l'augmentation des prix dans certaines catégories de produits de base. Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont connu une hausse notable, impactant directement le panier de la ménagère. Cette augmentation est en partie due aux fluctuations saisonnières et aux conditions climatiques influençant la production agricole.
De plus, le secteur du logement, incluant l'eau, l'électricité, le gaz et autres combustibles, a également contribué à cette tendance haussière, reflétant une augmentation des coûts des services publics. Cependant, tous les secteurs n'ont pas suivi cette tendance. Le secteur des transports a observé une légère baisse des prix, offrant un répit aux consommateurs. Cette diminution pourrait être liée à une stabilisation des prix du carburant. Les produits de première nécessité, tels que les plats préparés ou les céréales, continuent de voir leur prix grimper, limitant l'accès des foyers aux besoins essentiels. Dans les régions de l'intérieur du pays, des disparités persistent. Si certains produits locaux voient leur prix baisser, d'autres, comme les tubercules ou les huiles végétales, enregistrent des hausses notables. Malgré ces fluctuations, selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, le taux d'inflation est de 2,8% en février contre 2,9% en janvier 2025. Face à ces évolutions, les préoccupations demeurent quant à l'impact à long terme sur les conditions de vie, en particulier pour les ménages à faible revenu. Grossesse précoce et non désirée, traumatisme, baisse des résultats scolaires sont certaines des conséquences des violences sexuelles sur les apprenants au Togo. Dans un contexte alarmant où le taux de grossesse précoce en milieu scolaire ne cesse d'augmenter, les autorités éducatives de la région des plateaux ouest prennent des mesures drastiques pour enrayer le fléau. En effet, 43 élèves reconnus responsables de grossesse sur leurs camarades sont exclus de tous les établissements scolaires de la région des plateaux ouest pour l'année académique 2024-2025. Il s'agit des élèves de la classe de 6e en terminale, issus du lycée de Zomaï à Palimé au lycée de Balou, en passant par CEG Pelé Adeta 2 ou encore CEG Kissibo, entre autres. Cette décision vise à responsabiliser les apprenants et à protéger la scolarisation des jeunes filles, souvent contraintes d'abandonner leurs études après les grossesses. Rappelons que la loi portant protection des apprenants contre les violences sexuelles au Togo prévoit des sanctions contre les auteurs. En cas de grossesse d'une apprenante, l'auteur encourt une peine allant de 1 à 5 ans de prison si la jeune fille a au moins 16 ans, le double si la victime est plus jeune. La chefferie traditionnelle togolaise se prépare à une profonde réorganisation visant à optimiser son fonctionnement et à renforcer son rôle au sein des communautés locales. Une tournée nationale est en cours pour collecter des données de base sur les chefs de canton et de village. L'objectif est de rendre la chefferie plus visible et de confronter les données à la réalité du terrain. Cette démarche s'inscrit dans une avancée de la modernisation et de reconnaissance du rôle des chefs traditionnels dans la gouvernance locale. L'initiative portée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière vise également à créer un fichier national fiable permettant de centraliser les informations relatives aux chefs traditionnels. Garant des us et coutumes, ces derniers jouent un rôle essentiel dans la médiation sociale, la préservation du patrimoine culturel et la gestion des affaires communautaires. En effet, l'impact de cette restructuration est attendu sur plusieurs plans. Elle devrait permettre une meilleure coordination entre l'administration et les chefs traditionnels, facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. De plus, un répertoire national permettra une meilleure gestion des ressources et une plus grande transparence dans le fonctionnement de la chefferie traditionnelle. L'Institut de conseil et d'appui technique a fait un bilan dans le cadre de la mise en œuvre des activités menées au profit des acteurs des chaînes de valeur agricole en 2024. Selon le bilan, l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT a franchi un nouveau cap en facilitant l'accès au financement pour 12 310 agriculteurs, dont 4 770 femmes. Avec une injection de plus d'1 milliard de francs CFA dans l'économie agricole, l'ICAT met en œuvre sa mission principale de structurer les producteurs et de renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur agricoles. Selon le rapport, ces efforts se sont traduits par la création de 1408 coopératives rassemblant près de 30 000 producteurs. Ces coopératives ont permis de mettre en relation les agriculteurs avec des agrégateurs, générant un chiffre d'affaires global de 4,2 milliards de francs CFA. En parallèle au financement, l'ICAT a également soutenu
Près de 20 000 producteurs dans le domaine de la mécanisation agricole, facilitant le labour de plus de 37 000 hectares. L'organisme a également instauré 693 champs-écoles et 170 unités de démonstration pour promouvoir l'adoption de pratiques agricoles modernes parmi les agriculteurs. Pour la stratégie de modernisation, 229 zones d'aménagement agricole planifiées, ZAP, ont été également suivies en 2024, couvrant un total de 26 502 hectares et impliquant 27 019 producteurs, dont 11 055 femmes. Pour cette année 2025, le gouvernement togolais ambitionne de renforcer ses performances en privilégiant la diversification des financements, une mécanisation accrue et l'adoption de technologies agricoles innovantes. Certaines stations-service sont complètement fermées, d'autres subissent l'assaut de dizaines de véhicules. Automobiles ou motocyclettes, à Niamey, la capitale nigérienne, tout le monde est à la recherche de quelques litres de super. La plupart du temps, c'est une quête vaine. Le blocage se répercute sur les activités économiques du pays. L'essence est difficile à trouver à Niamey et nous n'en connaissons pas les raisons. Même à l'intérieur du pays, ça manque. Dans les stations, on dit qu'il n'y en a plus, alors que nous voulons vaquer à nos occupations. Mais sans essence, notre travail est bloqué et en plus, il y a le ramadan et la chaleur. Le Niger est confronté depuis le début du mois à une pénurie d'essence inédite. Un paradoxe dans ce pays producteur et même exportateur de pétrole. Le problème est qu'il ne dispose que d'une seule raffinerie, la Soraz, qui n'arrive pas à satisfaire la demande intérieure. La Soraz n'arrive même pas à fournir la moitié du besoin domestique. Donc, entre autres, si on doit faire des statistiques, aujourd'hui, nous sommes livrés par jour en moyenne 23, maximum 25 citernes de super que la Soraz met à la disposition de la SONIDEP, pendant que la consommation d'une année seule fait 25 à 26 citernes. De l'aveu de la SONIDEP, la société publique nigérienne des produits pétroliers, il manque au Niger le carburant qui arrivait frauduleusement du Nigeria voisin. Bon marché, car subventionné, il pouvait représenter 50% des parts de marché, mais les prix ont triplé au Nigeria et l'arrivée de ces hydrocarbures s'est tarie. SONIDEP n'est pas resté les bras croisés. Depuis tout ce temps, nous procédons à des importations. Pratiquement depuis plus d'1 an, on importait. On arrivait quand même à juguler ces fléaux. Dans l'immédiat, la SONIDEP a décidé de débloquer des réserves basées au port de Lomé, au Togo, mais la cheminée devra se faire en convoi, protégé par des escortes militaires. Les forces armées de RDC ont besoin d'annoncer des bonnes nouvelles, alors ils ont convié la presse. Quelques soldats sans armes sont présentés. Ils seraient des combattants du M23 capturés ou qui se sont rendus, ou bien des Wazalendo anti-gouvernement. À Beni, au Nord Kivu, les FARDC peinent à convaincre du succès de leurs actions. Les ennemis semblent se multiplier. Je parlais tantôt de 3 menaces, ADF, M23 et certains VDP qui ne sont pas avec nous. Ils sont hostiles au gouvernement de la République. C'est vrai qu'on est en train de perdre des batailles, mais la guerre n'est pas encore finie. L'avancée du M23, je peux dire, ont déstabilisé en quelque sorte ce que nous avions fait de ce côté ici. La déstabilisation apparaît bien réelle dans ce village de Mavivi, au nord de Beni. Cette maison vient d'être brûlée par des ADF, la rébellion ougandaise, un groupe armé affilié à l'État islamique. En décembre et janvier, des dizaines de personnes ont perdu la vie lors d'attaques de ces ADF dans le Nord Kivu. Ils ont mis le feu à notre maison alors que j'y étais, caché dans un coin de la chambre. J'ai réussi à m'enfuir pendant que tout brûlait. Ils ont tué ma mère qui était dans la maison. Pourtant, dans cette zone, les forces armées sont censées être regroupées avec l'armée ougandaise pour protéger la population, mais les habitants ressentent une forme d'abandon face aux ADF.
C'est presque une semaine que nous sommes en train d'alerter tous les organes de sécurité qui nous entourent ici. Nous avons la coalition UPDF FARDC qui est tout près de nous ici. Il n'y a même pas 1 kilomètre de la distance là où se trouve la position de UPDF. Mais malheureusement pour nous, ils ne suivent pas ce que nous on leur dise. Après les 5 personnes tuées, nous venons de constater qu'il y a 7 enfants qui ont été disparus. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore retrouvés. ADF, Ouazalendo rebelle et bien sûr le M23 un peu plus au sud qui mobilise des troupes au front. À Beni et dans sa région, les forces armées congolaises font face à des menaces toujours plus nombreuses. Une voiture piégée a explosé mardi devant l'hôtel Cairo à Beledweyne au centre de la Somalie. L'attaque revendiquée par le groupe Al-Shabaab a déclenché plusieurs heures d'affrontements. L'hôtel, abritant des chefs traditionnels et des officiers militaires, a lui été partiellement détruit. Les forces gouvernementales ont neutralisé les assaillants, dont certains se sont fait exploser au sein même du bâtiment. Les victimes incluent des civils, des militaires et des figures locales. Le bilan humain est encore incertain, 6 morts selon certaines sources, au moins 11 morts selon des témoins. Ils nous ont d'abord attaqués avec un véhicule chargé d'explosifs. Comme j'étais de service lors de l'attaque, je me suis battu contre tous ces assaillants. Nous nous sommes battus jusqu'au bout, mais il y avait également des kamikazes et l'un d'entre eux s'est fait exploser, ce qui a provoqué le plus grand nombre de victimes. Malgré les offensives de l'armée et des forces de l'Union africaine, le groupe islamiste reste une menace majeure en Somalie. Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, contrôle encore de vastes zones rurales et les conséquences sont lourdes. Pertes humaines, destruction d'infrastructures et un climat de peur qui persiste. C'est sous forte surveillance policière et devant des dizaines de partisans que Venancio Mondlane est arrivé mardi au bureau du procureur général à Maputo. L'opposant a été entendu sur l'un des 8 dossiers dans lesquels il est accusé d'avoir organisé des violences sous forme de manifestations post-électorales et des troubles sociaux. En novembre dernier, le procureur général lui avait exigé, ainsi qu'au parti Podemos qui a soutenu sa candidature, une indemnisation de plus de 500 millions de dollars pour préjudice causé à l'État mozambicain. Au terme de près de 10 heures d'audience, Mondlane a aussi porté plainte contre le président Daniel Chapo, qui l'accuse d'avoir incité à la violence, et contre la police mozambicaine. L'ancien candidat à la présidentielle a dénoncé l'agression dont il a été victime le 5 mars dernier alors qu'il menait une marche dans la capitale. En Afrique du Sud, au moins 12 personnes ont été tuées et 45 blessées lorsqu'un bus s'est renversé à Johannesburg. L'accident s'est produit tôt le mardi matin sur une autoroute près de l'aéroport international hors Tambo de la ville. Nous avons recensé 45 patients hospitalisés en ce moment même qui ont été transportés par divers services d'ambulance vers différents hôpitaux de la ville. Par la suite, les ambulanciers ont malheureusement déclaré 12 passagers, 9 hommes, 3 femmes, tous décédés sur place à la suite de l'accident. The paramedics declared 12 of the passengers, about 9 males, 3 females to be specific, and all of them declared dead on scene as a result of the crash. Le bus transportait des passagers en provenance du township de Katlang, à l'est de Johannesburg, selon les responsables. Le maire de la localité s'est rendu sur place. Certains membres des communautés sont ici. Ils demandent des nouvelles de leurs proches et notre objectif est de nous assurer que nous leur offrons le soutien nécessaire et que lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils sont inquiets, il doit y avoir un système coordonné qui fonctionne et les dirigeants sont ici pour s'en assurer. Le conducteur du bus fait partie des personnes évacuées aux urgences. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident et les causes restent encore à déterminer.
De retour d'Haïti après sa 4e visite en 2 ans, l'expert de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le pays, William O'Neill, alerte sur l'ampleur de la violence des gangs qui contrôlent 85% du territoire et ont forcé plus d'1 million de personnes à fuir. Il rapporte des témoignages poignants d'enfants violés ou poussés par la faim et la pauvreté à rejoindre les gangs. Malgré les efforts de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité, le risque de voir la capitale tomber sous le contrôle des gangs est palpable. Ces groupes criminels violents continuent d'étendre et de consolider leur emprise au-delà de la capitale. Ils tuent, violent, terrorisent. Incendient des maisons, des orphelinats, des écoles, des hôpitaux ou des lieux de culte. Ils recrutent des enfants et s'infiltrent dans toutes les sphères de la société, tout cela dans la plus grande impunité. Et parfois, comme le rapportent de nombreuses sources, avec la complicité d'acteurs puissants. Les forces de l'ordre haïtiennes sont sous-équipées, avec seulement 1 millier de policiers internationaux déployés. O'Neill réclame d'urgence des hélicoptères et des véhicules adaptés.